Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Mardi dernier, à Paris, le monde ufologique français a connu un événement d'importance. En effet, l'ancien responsable du bureau OVNI au sein du ministère de la Défense du Royaume-Uni, Nick Pope, a présenté pour la première fois sur notre sol le résultat de plusieurs années d'enquête pour évidemment le compte du gouvernement britannique. Nick Pope a travaillé pendant 23 ans au sein de ce ministère de la Défense. Il a démissionné au mois de novembre dernier. Il a quitté son poste avec un rang équivalent à celui de lieutenant-colonel. Nick Pope est donc incontournable lorsque l'on s'intéresse au phénomène OVNI en Angleterre, d'autant plus si l'on sait qu'il a étroitement collaboré avec les services anglais, les services secrets de sa gracieuse majesté. Je suis donc monté le rencontrer à Paris et vous allez découvrir des cas d'observation proprement stupéfiants. La rencontre a eu lieu dans le quartier de la Défense. Nous avions rendez-vous dans un restaurant avec Jean-Luc Rivera pour la traduction et Gérard Lebatte, organisateur de la conférence qui a eu lieu donc lors du repas ufologique. Cette longue interview est exclusive. Avant de le retrouver, Gérard Lebatte nous raconte les débuts des repas ufologiques puisque l'on est le créateur et puis surtout pourquoi est-ce que Nick Pope est quelqu'un d'important dans le monde des ovnis. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Gérard Lebatte, expliquez-nous quel est l'intérêt que représente Nick Pope dans le monde ufologique, dans le monde des ovnis. Nick Pope, dans le monde des ovnis, c'est déjà un personnage donc très connu, essentiellement en Angleterre jusqu'à ces derniers mois, tant que l'on en fasse en quelque sorte la promotion en France avec sa venue. Mais en Angleterre, Nick Pope, c'est un personnage qui est pratiquement incontournable dans tous les débats qui sont en rapport avec le phénomène ovni. Il est tellement connu là-bas, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, il est également l'ancien patron donc du bureau OVNI au sein du ministère de la Défense nationale. Et à ce titre, il a eu à connaître un certain nombre de documents qui sont officiels. Et par ce biais, il a une bonne connaissance du phénomène OVNI, pour lequel il se passionne d'ailleurs. Et il est donc incontournable en Angleterre. Il a participé à de nombreux congrès dans le monde entier, de nombreuses conférences qu'il a données. Et malheureusement, il n'était pas venu encore à Paris. Eh bien, c'est chose faite maintenant. Alors, expliquez-nous en quoi consistent les repas ufologiques que vous présidez et dont vous êtes le responsable sur toute la France. Alors les repas ufologiques, c'est une organisation qui a une vingtaine d'années. Elle a commencé sur Paris, toute petite. On pensait d'ailleurs pas à cette époque-là à des repas. C'est une bande d'amis en quelque sorte qui se réunissaient dans différents restaurants de Paris, et ceci périodiquement. Là, on était à quelle année à peu près ? C'est dans les années 80, 85, 87, dans ces années-là. Et donc ces repas étaient plutôt informels. Et par la suite, plusieurs personnes se sont, si on peut dire, regroupées. De nouveaux sont arrivés,
plus exactement, et la bande a grossi en quelque sorte. Puis venait le problème de la gestion des additions. C'est lorsque vous rentrez dans un restaurant et que nous sommes une trentaine, eh bien, il y a toujours des gens qui partent avant de payer. Et donc, on a cherché une autre formule, et là, on est tombé sur la formule du self qui ne posait plus aucun problème de gestion des additions, en quelque sorte. Mais en ce qui concerne le fonds ufologique, qu'est-ce qu'on s'y dit, qu'est-ce qu'on échange, à quoi ça sert ? Les repas ufologiques sont un lieu de rencontre pour toutes les personnes qui, dans une région bien donnée, dans une ville, s'intéressent au phénomène OVNI. C'est pourquoi on a tout un réseau de repas ufologiques dans les principales villes de France à l'heure actuelle. C'est un point de rencontre pour que les personnes intéressées par le problème puissent se réunir et venir y discuter, échanger de l'information, et le tout en rapport avec le phénomène OVNI ou l'insolite en général. Est-ce que il y a de nombreux conférenciers qui viennent alimenter ces repas ufologiques ? Oui, dans tous les repas ufologiques de France viennent des auteurs, des écrivains, donc des personnes qui ont eu l'occasion de faire des observations, des gens qui s'intéressent au phénomène OVNI et à propos duquel ils ont fait des études bien particulières, et toutes ces personnes viennent présenter leurs travaux, leurs ouvrages ou leurs documents au repas ufologique. Donc ils viennent aussi bien à Paris, certains vont dans différents repas ufologiques de France, et ce fait qu'il y a pratiquement chaque mois ou à chaque fois que le repas se réunit dans les diverses villes, il y a pratiquement à chaque fois donc un conférencier, une personnalité qui vient donc présenter quelque chose en rapport avec le phénomène OVNI, et dont des personnalités qui viennent parfois de l'étranger. Vous, en ce qui vous concerne, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous passionner pour ce phénomène OVNI ? Le phénomène OVNI, moi, ça fait déjà très très longtemps que je m'y intéresse. J'ai commencé vers l'âge de 16 ans, où je suis allé à des conférences à Paris, donc à l'association donc le GEPA. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au problème OVNI. J'ai par la suite eu l'occasion de faire une revue qui s'appelait Hypothèses extraterrestres, donner donc des conférences, et ma foi, depuis maintenant près de 40 ans, je m'intéresse au problème. La France, d'ailleurs, Jacques Patenay, qu'on en a vu, qui est le responsable du GEPAN au sein du CNES à Toulouse, est venu ici à Paris pour rencontrer Nick Pope, j'imagine. La France est-elle bien, entre guillemets, outillée pour étudier ce phénomène ? Bien, la France a déjà la chance d'avoir une structure qui existe pour s'intéresser, pour étudier disons, le phénomène OVNI. C'est déjà une chose essentielle, et c'est vrai que Jacques Patenay est très actif à ce niveau, puisqu'il manage cette cellule donc installée au sein du CNES, qui représente la recherche ufologique officielle française en quelque sorte. Et c'est l'avantage donc, c'est que tous les services officiels de notre pays peuvent diriger l'information ou les observations dont ils peuvent avoir connaissance sur un service bien déterminé. Et ça, c'est une chance quand même importante pour notre pays, même si pour le moment le budget ne permet pas d'engager des études très 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 poussées, avec donc des équipes importantes de chercheurs. On a quand même quelque chose, on classe l'information, on la traite, on l'étudie dans certains cas, et c'est quelque chose d'essentiel pour notre pays. Gérard Lebatte, le responsable des repas ufologiques en ce qui concerne la France. Je l'ai donc rencontré juste avant la conférence qu'a donnée Nick Pope à Paris mardi dernier. Et dans l'après-midi, j'avais déjà fait l'interview de cet ancien responsable du bureau OVNI, Nick Pope évidemment, au sein du ministère de la Défense du Royaume-Uni. Nick Pope a présenté donc pour la première fois sur notre sol le résultat de plusieurs années d'enquête. Et Nick Pope a travaillé pendant 23 ans au sein du ministère de la Défense en étroite collaboration avec les services secrets anglais. Vous l'avez compris, cet anglais est incontournable lorsque l'on s'intéresse au phénomène OVNI, en Angleterre bien entendu, ou en Europe. Vous allez découvrir, à travers l'interview de Nick Pope, des cas d'observation proprement stupéfiants sur Sud Radio.
Nick Pope, bonjour, je suis très heureux de vous recevoir dans mon émission. C'est la première fois que vous venez donner une conférence en France. It's the first time that you came to give a conference in France? Yes, this is the first time that I've been to France to give a conference, and I'm honoured and delighted to have this opportunity. Oui, c'est la première fois que je suis venu en France pour donner une conférence et je suis absolument ravi d'avoir cette opportunité. Est-ce que vous pouvez, Nick Pope, nous décrire votre travail au sein du ministère de la Défense en Grande-Bretagne? En quoi consistait votre mission? Nick, can you describe for us, your job when you were working at the Ministry of Defense? Can you tell us what your mission was? My job was to research and investigate the UFO phenomenon to see whether any sightings gave rise to evidence or suggestions of anything of any defense interest. Mon travail était d'enquêter sur les rapports et de voir si ces observations pouvaient avoir un intérêt quelconque pour la défense du pays. Comment est-ce que le gouvernement britannique a été et pourquoi a été amené à créer ce genre justement de mission et de bureau? How and why the British government was, took the opportunity to create this office? The British government's UFO project was set up in 1950 by the Ministry of Defence's chief scientific advisor, who said that these sightings, whatever they are, should not be dismissed without some form of proper scientific investigation. Le bureau d'investigation sur les ovnis du ministère de la Défense a été créé en 1950 à l'instigation du responsable scientifique de l'époque qui pensait que ces rapports ne devaient pas être classés sans avoir une enquête, sans faire l'objet d'une enquête avant. And so how did your office was created? When? Well, the UFO project itself dated from 1950, but it has continued in slightly different forms since then. Oui, le projet du ministère de la Défense a commencé en 1950 et a continué jusque récemment sous des formes un tout petit peu différentes. Mais à ce moment-là, les archives doivent être énormes et vous devez avoir énormément de cas, j'imagine. So the archives must be, the files in the archives must be huge, and you must have had a lot of files to consult. The Ministry of Defence, since 1950, has received 10,000 UFO sightings, so there are hundreds upon hundreds of files at the National Archives. Le ministère de la Défense, depuis 1950, a reçu plus de 10 000 rapports, et donc aux archives nationales, il y a des milliers de dossiers là-dessus. D'où provenaient vos sources au sein de ce bureau que vous dirigiez? Est-ce que c'était l'armée? Est-ce que c'était la police? Est-ce que c'était le privé? Par quel biais différent est-ce que vous receviez toutes les informations? What were your sources at the Ministry of Defense? Was it the military? Was it private sources? How did you receive all those informations? I received reports from both the public, the police, military and pilots, everyone. Inevitably, though, we paid more attention to those reports from trained observers. Je recevais des rapports qui venaient du public, des militaires, des pilotes, et donc naturellement nous prêtions d'abord plus d'attention à ceux qui venaient d'observeurs entraînés comme les pilotes ou les militaires. Vous avez reçu, si vous pouvez nous donner quelques chiffres, combien de cas et parmi tous ces cas-là, un pourcentage de cas que vous estimez réellement très très intéressants? If you can give us some figures, how many cases did you receive, and out of those,
what's the percentage of what you consider as really strong evidence and interesting? I received about 200 or 300 UFO reports each year. Of those, 80% I was confident I could explain absolutely. 15% there was insufficient information, leaving 5% of truly interesting sightings. Je recevais 200 à 300 rapports par an d'observation. Je dirais que là-dessus, il y en a 80% que je pouvais expliquer avec une complète certitude, 15% qui étaient inexplicables par manque d'informations suffisantes, et donc il reste 5% qui là sont totalement inexplicables. Parmi ces 5%, durant donc toute la période où vous avez dirigé ce bureau, il y a des cas que vous gardez en mémoire comme étant réellement des cas très très intéressants et qui posent de réelles questions. Among those 5% that you couldn't explain, are there some cases that you keep in your memory and that you deem really as very interesting and raising some really deep questions? Yes, there are just a handful of truly extraordinary UFO sightings. The most famous one in Britain is the Rendlesham Forest incident from 1980, but there was a very interesting sighting that happened in 1993 involving a UFO flying over military bases. Parmi cette poignée de cas, il y a bien sûr le cas de Rendlesham, qui est au-dessus des autres, mais je me souviens aussi d'un cas de 1993 à propos d'un ovni qui a survolé à basse altitude une base militaire. Est-ce que vous pouvez justement nous relater ces deux cas et ensuite nous donner l'analyse que vous leur avez apportée? Can you tell us about those two cases a little bit more in detail, and then tell us also what's the analysis that you make of them? The Rendlesham Forest incident involved not just a UFO seen in the sky, but an object which landed and was seen by several military witnesses, one of whom got close enough to touch it and to sketch strange markings on the side, which he said were like Egyptian hieroglyphs. Dans le cas de Rendlesham, non seulement il y a eu un objet qui a été observé dans le ciel, mais l'objet s'est aussi posé et il y a eu plusieurs témoins, dont un qui s'est approché suffisamment pour même toucher cet objet et faire un certain nombre de dessins, dont certains qui portent des représentations d'écriture ressemblant un peu à des hiéroglyphes égyptiens. One of the most interesting things about that event was that when they subsequently examined the landing site with a Geiger counter, they found that the radiation readings were significantly higher than the background, and this was the assessment of the Ministry of Defence. L'un des aspects les plus intéressants de ce cas est que ensuite, lorsqu'on est venu sur place avec des compteurs Geiger et que ces compteurs ont indiqué qu'il y avait un niveau de radiation au sol qui était significativement plus élevé que la normale, et ça, c'est la position du ministère de la Défense. Another interesting thing is that there was a brief uncorrelated target detected on radar at the same time as this first night of the activity. Ce qu'il y a aussi d'intéressant à noter, c'est que il y a eu un objet qui a été repéré au radar, une cible radar qui a été repérée au même moment de la nuit et à la même heure. And another very important thing is that the following night the UFO returned and was seen by more military personnel, including the Deputy Base Commander, Lieutenant Colonel Charles Holt. Et il faut aussi ajouter que l'OVNI est revenu la nuit suivante et a été observé par encore plus de personnes, y compris l'officier en charge en second de la base, le colonel Holt.
Colonel Holt was before this a complete skeptic, and he said he wanted to debunk this whole UFO nonsense, but he saw the UFO and he saw it firing beams of light down at one of the bases. Et le colonel Holt était un complet sceptique avant. Il est sorti pour justement démolir toute cette histoire d'OVNI, et il a lui-même vu des rayons lumineux qui jaillissaient de l'objet. It's very difficult when trying to assess cases like this, because after an investigation we can say what it isn't. It clearly isn't a weather balloon, a satellite, anything like that. But it is much more difficult to say what it is. Ce qu'il y a de difficile dans ces cas, pour faire une évaluation finale, c'est que on peut dire tout ce que ça n'était pas, par exemple un ballon, un avion, etc., mais qu'on ne peut pas dire ce que c'était véritablement. Est-ce que les témoins vous ont donné une description précise de la forme de l'objet? Did the witnesses give you an exact description of the shape of the object? Yes, they described a fairly small craft, effectively triangular in shape, almost like one of the moonlanders. Ils ont décrit un objet qui était assez petit de taille, de forme plutôt triangulaire, un petit peu comme l'objet qui a atterri sur la Lune. It's possible to find the original sketch of the craft on the internet, because the witness statement has been released under the Freedom of Information Act, and the man who saw it is called Jim Penniston. On peut d'ailleurs trouver les dessins originaux du cas sur Internet, parce que le rapport a été rendu public par l'intermédiaire du Freedom of Information Act britannique, qui permet de déclassifier les documents. Et donc ce témoin qui s'appelait Jim Penniston a son rapport qu'on peut trouver en ligne. Votre analyse, quand vous avez enquêté sur ce cas, je suppose que vous avez peut-être interrogé les témoins, discuté avec eux, vous vous êtes rendu sur place. Qu'avez-vous fait pour enquêter? Well, in that case, for example, when you did your investigation, you must have met the witnesses, talked with them, go on the spot, etc. So what did you do exactly for investigation? Well, I should say that the Rendlesham Forest incident occurred before I had joined the ministry, so this was a case that I reopened. But yes, in my own investigations, of course, I would speak to the witnesses, I would look at radar tapes, I would, if we had them, look at photographs and videos. That's how I did an investigation. Well, je dois dire que le cas de Rendlesham est survenu avant que je ne prenne mon poste au ministère, mais dans les cas sur lesquels j'ai moi-même enquêté, effectivement, je suis allé sur place, j'ai rencontré les témoins, nous avons fait des vidéos, nous avons fait toute l'enquête sur les lieux. Et finalement, quelle est votre analyse, même si vous nous avez dit tout à l'heure que je peux dire ce que ce n'est pas, mais je ne peux pas dire ce que c'est. Votre analyse à vous. So, in the end, what is your own conclusion? Because you said that you could say what it was not, but now we want to know what you think. I can't rule out an extraterrestrial explanation for cases like Rendlesham and a handful of others. I think there is some interesting evidence, but no hard proof. Je ne peux pas exclure, dans un cas comme celui de Rendlesham et une poignée d'autres, qu'il s'agisse de vaisseaux extraterrestres. Je n'ai pas la preuve, je n'ai pas la preuve absolue, mais c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Pour vous, dans ce cas précis, l'hypothèse d'intelligence extraterrestre ou d'intelligence qui maniait ce vaisseau, c'est l'hypothèse à privilégier, quoi qu'il en soit. So for you to have an intelligent person behind an intelligence, is the hypothesis that you cannot rule out? Yes, I mean, clearly
cases like Rendlesham Forest involve a structured craft. There is clearly an intelligence of some sort behind such a thing. Somebody built it, somebody is flying it, but we don't know who. Oui, dans un cas comme celui de Rendlesham, nous avons l'évidence d'un vaisseau qui est structuré, d'une intelligence derrière qui fait voler ce vaisseau. Donc, dans un cas comme celui-là, nous ne pouvons pas exclure du tout cette hypothèse. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Rencontre, interview exceptionnelle et exclusive pour Sud Radio avec l'ancien responsable du bureau OVNI au sein du ministère de la Défense du Royaume-Uni et qui a collaboré également avec les services secrets anglais, toujours en ce qui concerne les OVNI, donc dans le monde de l'ufologie. Nick Pope a présenté pour la première fois sur notre sol français le résultat de plusieurs années d'enquête, évidemment pour le compte du gouvernement britannique et puis un petit peu aussi quand même pour le gouvernement américain. Nick Pope que j'ai rencontré mardi dernier à Paris. Nick Pope, vous avez dirigé donc le bureau qui était chargé d'enquêter sur les cas d'observation d'OVNI au sein du ministère de la Défense en Grande-Bretagne. Vous nous avez relaté ce cas qui est très intéressant. Y a-t-il un cas que vous avez investigué et qui vous semble vraiment digne d'intérêt? So, Nick, you had this position at the Ministry of Defense. You investigated yourself a lot of cases. Is there one case that you personally investigated, or two that you can relate to us? Probably the most interesting happened in March 1993, when there was a major wave of sightings over Britain involving many police and military witnesses. Probablement l'un des cas les plus intéressants dont je puisse vous parler est un qui est arrivé en mars 1993 lorsqu'il y a eu une vague d'observations en Grande-Bretagne impliquant beaucoup de militaires et de policiers. One of the civilian witnesses described a vast craft looking almost as if two Concorde aircraft had been joined together. Alors, l'un des témoins civils a décrit un très gros objet qui ressemblait à deux Concorde qui auraient été mis ensemble. The UFO flew over one military base where it was seen by a patrol of military police officers. L'OVNI a survolé une base militaire où il a été observé par des patrouilles de police militaire. And then it flew over a second military base where it was seen by the Air Force meteorological officer. Ensuite, il a survolé une seconde base militaire où là, il a été observé par l'officier en charge de la météo. He described a vast triangular-shaped craft flying fairly slowly across the countryside, firing a narrow beam of light down at the ground. Il a décrit un objet triangulaire de grande dimension, volant à assez faible vitesse et projetant devant lui un faisceau de lumière. He said there was a low-frequency humming sound coming from this craft, which he described as being halfway in size between a C-130 transport aircraft and a Boeing 747. Et donc, il a décrit un objet d'assez grande dimension qui émettait une sorte de bourdonnement à basse fréquence. Et donc, l'objet était d'une taille intermédiaire entre un avion de transport C-130 et un Boeing. Suddenly, he said the light beam disappeared, and from a very slow speed, perhaps just 30 or 40 kilometers an hour, this object shot away to the horizon many times faster than a military jet. Et ensuite, il a décrit que l'objet, à un moment, a arrêté de projeter ce rayon lumineux en face de lui, et soudainement, d'une vitesse très faible, qui était peut-être de 30 à 40 km/h, il est parti à très grande vitesse, à plusieurs fois celle d'un jet de l'armée. This witness, he worked
at an Air Force base, and he had 8 years' experience in the military. What could I say to him? Et donc ce témoin travaillait sur une base militaire depuis 8 ans. Il avait toute l'expérience nécessaire. Qu'est-ce que je pouvais lui dire? And by the way, none of this is disputed, and the entire file on this incident has now been declassified and can be seen by everyone on the Ministry of Defence website. Et dans ce cas, il n'y a ce cas n'a jamais été l'objet d'une quelconque discussion. Et maintenant, il a été déclassifié et on peut le trouver en ligne sur le site du ministère de la Défense. So, what is your conclusion? Quelle est votre conclusion about this case, à propos de ce cas qui est quand même assez extraordinaire? Again, as with the Rendlesham case, we know what it wasn't, but we don't know what it was because we don't have a piece of it, we don't have a photograph of it. It is literally unexplained. Dans ce cas, comme dans celui de Rendlesham, nous savons très bien ce que ce n'est pas, mais nous ne savons pas ce que cela peut être, puisque nous n'en avons pas un morceau, nous n'avons même pas une photo de cet objet, donc tout ce que nous savons, c'est ce que ce n'est pas. C'est un peu court comme réponse, c'est un peu une réponse d'homme de l'armée, c'est un peu langue de bois, comme on dit, si vous voulez, chez nous en France. Votre conviction personnelle, parce que vous en avez une évidemment. This is not a real answer. It's more the answer of the military man, you know, with double talk, like a politician a little bit. So what we would like to know is what is your personal conclusion? Okay, it's difficult for me not to give a politician's answer because I served for 21 years at the Ministry of Defence, but... Ok, c'est naturellement difficile pour moi de ne pas donner une réponse qui soit celle d'un homme politique, puisque j'ai travaillé pendant 21 ans au ministère de la Défense. Could it be extraterrestrial? Yes, it's possible. On balance, maybe, but that's as far as I can go. Donc, est-ce que c'est extraterrestre? Oui, c'est tout à fait possible. C'est le côté duquel penche la balance, mais c'est tout ce que je peux dire. And it's your personal conviction. Yes, it's my personal view, but I can't prove it, of course. All I can prove is that it didn't have a conventional explanation. Et naturellement, c'est mon point de vue personnel. Je ne peux pas le prouver, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'explication conventionnelle à cette observation. Actually, I should qualify that last answer. In fact, it wasn't just my opinion, because thinking about it, my head of division wrote to the Assistant Chief of the Air Staff about this case, that it was unknown and there was evidence that a structured craft was flying over the United Kingdom that night. Et en fait, je dois quand même ajouter que dans ce cas-là, ce n'est pas seulement mon opinion personnelle, mais c'était aussi celle de mon chef pour notre département, qui a écrit lui-même à l'assistant du ministre de l'Air qu'il y avait donc eu un objet volant aérien non conventionnel qui avait survolé le Royaume-Uni ce soir-là. Donc, est-ce que, avant de revenir à un autre cas, le gouvernement pense que ces ovnis peuvent représenter un réel danger pour le territoire anglais? Before going back to another case, you know, can you tell us if the British government thinks that those objects can be a real threat for the country? The British government publicly says that it keeps an open mind on the subject, but there was a classified study which has now been released, which did at least acknowledge the threat posed in terms, for example, of flight safety to other aircraft. En public, le gouvernement britannique
déclare qu'il garde simplement un esprit ouvert vis-à-vis de cette question, mais on sait qu'il y a eu un rapport secret qui vient juste d'être déclassifié, qui indiquait qu'en fait, cela pouvait éventuellement être une menace pour le Royaume. Est-ce qu'il y a des cas, même si vous n'appartenez plus au ministère de la Défense, des cas que vous ne pouvez citer parce qu'ils sont classés encore secret défense? Even if now you don't belong any longer to the Ministry of Defense, are there some cases that you cannot even mention here because they are still classified? As a general rule, it's not permissible for me to talk about cases unless the government has themselves released them, although I can talk in general terms about some of my investigations. But yes, there are things that I can't say. Voilà. D'une manière générale, je n'ai pas le droit de parler de cas qui n'ont pas encore été déclassifiés. C'est normal, donc je ne peux pas parler. Il y a certaines choses dont je ne peux pas parler, si ce n'est d'une manière extrêmement générale et sans rentrer dans les détails. Ce qui veut dire que il y a des cas qui ne seront peut-être jamais déclassifiés. Which means that there might be some cases which will never be declassified. I'm not sure. I genuinely believe that the Ministry of Defence and the British government is committed to disclosing as much as possible. Je ne peux pas en être certain, mais je crois que, d'une manière générale, la politique actuelle du gouvernement britannique est de déclassifier autant de cas qu'ils le peuvent. But as I said earlier, since 1950, there have been 10,000 UFO sightings. For the big cases, the file can be maybe 100 pages or more of documentation. So it's a big job. Mais comme je l'ai dit, depuis 1950, il y a eu plus de 10 000 rapports. Dans certains de ces cas, les rapports peuvent faire plus de 100 pages de longueur. Donc, évidemment, déclassifier tout cela est un travail énorme qui prendra beaucoup de temps. But also, we have the same difficulty, as is the case with the French archive. We have to be careful not to disclose the personal details of the witnesses because of their right to privacy. Et aussi, nous avons le même problème que en ce qui concerne les archives françaises, c'est-à-dire que les personnes qui ont fait les rapports ont un droit à la vie privée, et donc il faut s'assurer avant que ces personnes restent anonymes, ne peuvent pas être reconnues, etc. So again, you have to go through every file before you can declassify it, page by page, sentence by sentence, line by line, word by word. So it's a big job. Et donc, pour chaque rapport, il faut le lire page à page, ligne à ligne. Donc, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est un travail énorme. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Nick Pope est incontournable lorsque l'on s'intéresse au phénomène OVNI en Angleterre et en Europe. Il est l'ancien responsable du bureau OVNI au sein du ministère de la Défense du Royaume-Uni et il a travaillé en collaboration étroite avec les services secrets de sa gracieuse majesté. On a l'impression de parler d'un James Bond ou d'un Fox Mulder, si vous voulez, à l'anglaise. Nick Pope a travaillé donc pendant 23 ans au centre du ministère de la Défense et il a démissionné au mois de novembre dernier. Il a quitté son poste avec un rang équivalent à celui de lieutenant-colonel. La rencontre a eu lieu dans le quartier de la Défense, à Paris, avec Jean-Luc Rivera pour la traduction. Est-ce que vous pouvez nous relater un second cas que vous avez enquêté vous-même, que vous estimez vraiment très intéressant? Could you tell us about another case that you investigated yourself and that you personally consider as extremely interesting? Yes, there was a case in Scotland where a witness saw a vast UFO hovering over a reservoir, and he said that he was mesmerized by this.
Oui, il y a eu un cas par exemple en Écosse où le témoin a observé un énorme ovni survolant un réservoir d'eau et le témoin a déclaré qu'il avait été comme mis en transe par cela. He had a camera in his hand because he was taking some photographs that he would later use in his paintings to try and paint from. Il avait un appareil photo à la main parce qu'il était en train de prendre des photos qu'il voulait utiliser pour pouvoir ensuite peindre. Unfortunately, he only took the photo when the object was flying away, but he did get it on camera. Malheureusement, il a pris une seule photo où l'objet s'éloignait, mais il a quand même donc une photo sur son appareil. I consulted with colleagues in the defense intelligence staff and specialists in analyzing and enhancing images. Et donc j'en ai discuté avec des collègues qui étaient dans les services secrets et spécialisés dans l'analyse et l'amélioration des photos. We could find no evidence of any hoax or any suggestion that this was an ordinary conventional object. Et nous n'avons pu trouver aucune preuve qu'il s'agissait soit d'un canular, soit d'un objet conventionnel. This is one of several cases where the ministry has photographs or videos that it was not able to explain and which may represent pictures of real UFOs, whatever they may be. Et c'est un cas parmi d'autres où le ministère de la Défense possède soit des photos, soit des vidéos qui semblent montrer quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous donner la description de cet engin qu'a vu ce témoin écossais? Can you give us a description of the objects that was seen by this Scottish witness? This was almost conventional disc-shaped craft, a flat, round disc shaped very much like a frisbee. C'était un objet qu'on pourrait dire presque conventionnel, c'est-à-dire un objet circulaire avec le fond plat, un peu comme un frisbee. But the most popular, the most common shape of UFO that was reported to me with the interesting cases was a flat, triangular-shaped craft. Mais la forme d'objet qui m'a été le plus rapportée, c'était celle d'un objet triangulaire. The most interesting photograph I've ever seen, though, showed a more diamond-shaped craft, and this was taken again in Scotland during the daytime, and I had this photograph on my office wall. Mais l'une des photos les plus intéressantes que j'ai eues, c'est une photo qui là aussi a été prise en Écosse et qui représente en plein jour et un objet en forme de losange. Et c'est une photo que j'ai maintenant sur le mur de mon bureau. Again, the Defence Intelligence Staff assessment was that this was a real photograph and that the craft, whatever it was, had a diameter of perhaps 25 or 30 meters. Et donc là, l'évaluation qui a été faite par les services de renseignement est qu'il s'agissait d'un objet, d'un vaisseau qui faisait environ 25 à 30 mètres de diamètre. Obviously, with something like that, what we are particularly interested in is to find out if we can discover anything from the image about aerodynamics, avionics, propulsion system and such like. Et bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est de voir à partir de l'analyse d'une photo comme celle-là, ce qu'on peut découvrir en termes d'aérodynamique, de système de propulsion, etc. Mais dans un cas normal, je dirais, un pays, l'Angleterre, est survolé par un vaisseau dont il suppose qu'il vient soit des pays de l'Est, soit des États-Unis ou d'ailleurs, de manière secrète. Ça met le feu à tous les services, normalement. Et là, visiblement, il n'y a pas, enfin, je veux dire, une observation aussi importante que celle-là n'a pas suscité cette réaction.
Well, usually, if a flying aircraft is coming from the eastern countries or wherever else and flying over the UK airspace, it should set, in motion a lot of stuff. Obviously, in a case like the one you just told us about, it didn't set into motion anything. This is very interesting. In some cases, UFOs do show up on radar, and they have been tracked, and military aircraft have been scrambled. C'est très intéressant parce qu'en fait, dans certains cas, des ovnis ont été observés sur des écrans radars, et donc l'alerte a été donnée, et des jets ont été envoyés pour les intercepter. But in other cases, the UFOs don't show up on radar at all. Now, of course, we have that technology ourselves, so it's not surprising. Mais bien sûr, dans d'autres cas, les ovnis ne se manifestent pas du tout, n'apparaissent pas du tout sur l'écran radar. C'est une technologie que nous possédons d'ailleurs nous-mêmes. So it seems to me that the UFOs can be stealthy or not stealthy as they choose, perhaps so that they can evaluate the capability of our air defenses when they want to. Et donc, il semble que les ovnis puissent être détectables ou indétectables comme ils le veulent, et que peut-être cela soit pour tester nos propres capacités de détection. Mais ça pose d'énormes questions philosophiques. Si la seule hypothèse valable de ces observations, c'est qu'il y a une intelligence derrière cela, donc une existence, c'est d'où vient-elle et comment fait-elle pour venir? This raises, some philosophical question like, if there is an intelligence behind that, like it seems, where is it coming from and what does it want? This is the $64,000 question. C'est la question à 100 000 francs, 100 000 euros. As to where they come from, there are many theories. Some people say other dimensions. Some people say time travelers from the future. Some people say an intelligence that has evolved in another star system. En ce qui concerne leur provenance, il y a beaucoup de théories. Certains disent qu'ils viennent d'une autre dimension, qu'ils viennent d'une autre époque, d'un autre temps, ou d'un autre système solaire. The honest answer, the only answer any of us can really give is we don't know. La seule réponse que nous puissions donner, c'est nous ne savons pas. The same answer I give for your second question. We don't understand why our fellow humans do some of the things we do on Earth. So how can we possibly get inside the mindset of these occupants, if that's what they are, of the UFOs? Et c'est la même réponse que je vous donnerai aussi à votre seconde question. Déjà que nous ne comprenons pas ce qui peut se passer dans l'esprit d'un certain nombre de nos contemporains, comment pouvons-nous espérer comprendre ce qui se passe dans l'esprit des occupants de ces vaisseaux, s'il y a bien des occupants? On ne peut pas. But so that I don't sound like a politician for all of this interview, perhaps on this I will do a little bit of speculation. Mais pour ne pas avoir l'air d'un homme politique maniant la langue de bois pendant toute cette interview, je peux quand même vous donner certaines de mes spéculations. It doesn't seem to me as if this is a prelude to an alien invasion. I think if that was going to happen, we would have seen that by now. Il ne me semble pas d'abord que ce soit le prélude à une invasion venue de l'espace, parce qu'il me semble que dans ce cas-là, on serait déjà dedans. On le saurait. The closest analogy that I can see, and therefore it must be, I suppose, my best guess, is that it is very similar to the way in which we perhaps explore and study. So perhaps exploration and scientific study is what we are witnessing and what we are the subject of. Et en fait, l'analogie la plus proche que je puisse trouver, c'est peut-être avec la manière dont nous-mêmes nous explorons et nous découvrons certains endroits. C'est-à-dire que nous sommes peut-être face à une mission scientifique qui est en train de nous explorer et de nous découvrir. Ce genre d'opinion émise en France
crée un scandale dans le landerneau scientifique. Qu'en est-il en Angleterre, chez vous, et en plus au sein du ministère de la Défense? This kind of explanation, in the intellectual field in France, creates some kind of havoc. So, what is it in England? How is it in England? I don't see why this should create a scandal, because actually one can follow the thread of everything I've been saying through files that have been declassified, and that everyone, scientists, military people, the public, journalists, can read. Je ne vois pas pourquoi cela devrait créer un scandale, puisqu'en fait tout ce que j'ai dit peut être suivi à travers la lecture de rapports que j'ai cités, et donc que ce soit des civils, des militaires, des scientifiques, tout le monde peut avoir accès à ces documents et suivre le même raisonnement. But I suppose I understand that the term UFO carries with it a lot of baggage, so opinions are almost as strong on UFOs as they are on religion. Mais je comprends que le terme lui-même d'OVNI transporte avec lui une certaine négativité, et que donc ce soit cela qui crée une réaction. This is why, a few years ago at the Ministry of Defence, my colleagues in the Defence Intelligence staff and I decided to change the terminology. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années en arrière, moi-même et certains de mes collègues au ministère de la Défense, nous avons décidé de changer de terminologie. And we decided to ban use of the word UFO and replace it with UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Et c'est pour ça que nous avons décidé de bannir l'utilisation du terme UFO, donc objet volant non identifié, pour celui de UAP, qui est phénomène aérien non identifié. And it became almost a joke that we would try to write entire documents about UFOs where the word UFO didn't appear once. Et c'est devenu presque une blague entre nous d'essayer d'écrire, de faire des rapports et des documents sur les ovnis où le mot ovni n'apparaîtrait pas une seule fois. And this is how we got commissioned one of the most highly classified studies on the subject ever done in Britain, codenamed Project Condign. Et c'est comme cela que nous avons demandé un des rapports qui a été classifié les plus secrets en Angleterre, le rapport, enfin au Royaume-Uni plus exactement, le projet Condign. En quoi consiste-t-il, ce projet Condign? What was this Condign project? Project Condign was an attempt to examine in a scientific way many of the old cases and try to come to a definite resolution of the UFO mystery. Le projet Condign consistait à examiner de manière scientifique un certain nombre de vieux rapports et d'essayer d'obtenir une conclusion ferme à leur sujet. Unfortunately, by the time it was commissioned, because of delays, I had left the UFO project because I had been promoted and posted to another job. Mais malheureusement, lorsque le projet Condign a été finalement commandé avec tous les retards qu'il y avait eu, j'avais moi-même quitté le département sur les ovnis car j'avais eu une promotion et j'avais donc un autre poste. And my successors did not have a relationship with the Defence Intelligence staff that I had, so were excluded from the project. Et mes successeurs dans le département n'avaient pas la même relation étroite avec les services de renseignement que j'avais moi-même, et donc ont été exclus du projet. And in many ways, the project was a failure because it was so highly classified. The security precluded the people carrying it out from consulting properly
with the witnesses, even the military witnesses, and the experts. Et d'une certaine manière, le projet lui-même a été un échec parce qu'il était classifié tellement secret que cela interdisait aux experts qui s'en occupaient de pouvoir consulter d'autres experts sur un certain nombre de points et donc de pouvoir avoir les renseignements. Mais ça veut dire qu'il renfermait des études de cas extrêmement intéressantes. Ça donne plein d'interrogations. So it meant that it was including a lot of very interesting cases, and so it raised a lot of questions. It looked at some of the interesting cases, but then, for example, in considering Rendlesham Forest, they didn't speak to any of the military witnesses who actually saw the object because they were trying to keep everything so quiet. En fait, oui, il y avait des cas comme ça qui étaient intéressants, mais par exemple, pour prendre l'exemple du cas de Rendlesham, ils n'ont pas pu parler aux témoins de Rendlesham parce qu'ils avaient l'obligation d'avoir un profil tellement bas qu'ils ne pouvaient pas faire leur enquête. This is not the only time that this sort of situation has arisen. Indeed, exactly the same situation occurred recently with the Ministry of Defence's study into remote viewing. Et ce n'est pas la seule fois où ce soit arrivé. Il est arrivé là la même chose avec le rapport du ministère de la Défense en ce qui concernait le remote viewing, c'est-à-dire la vision à distance. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Dernière partie de cette interview exclusive avec Nick Pope, qui est l'ancien responsable du bureau OVNI au sein du ministère de la Défense en Angleterre et qui a travaillé en collaboration avec les services secrets anglais. Nick Pope qui a démissionné de son poste en novembre dernier. Il a quitté son poste avec un rang équivalent à celui de lieutenant-colonel. Et évidemment, quand on s'intéresse à l'ufologie, en Angleterre ou en Europe, Nick Pope est incontournable. Est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance, des cas de rencontres, ce qu'on appelle les rencontres du troisième type, c'est-à-dire vraiment avec des extraterrestres ou des formes humaines en tous les cas? To your knowledge, were there some cases, C3 cases, close encounters of the third kind, with extraterrestrial or whatever? Yes, there have certainly been some cases reported to the ministry where people have seen entities as well as craft. I received a handful of these cases, but not many. Oui, il y a eu un certain nombre de cas au ministère où nous avons reçu des rapports où les gens avaient vu non seulement un vaisseau, mais aussi des entités. Mais je dois dire que nous en avons reçu qu'une poignée. These cases are very difficult to investigate because, unlike some of the good military cases where you have radar evidence, all you really have here is people's testimony. Mais ces cas sont beaucoup plus difficiles à enquêter par rapport à ceux au cas militaire, par exemple, où nous pouvons avoir des preuves par le radar, ou même simplement où nous avons des témoins très solides. There is an interesting cliché in the world of intelligence, an assessment, and this is the only assessment that you can give to such cases. And the phrase is interesting if true. Il y a une phrase, un cliché qui est très utilisé par les services de renseignement pour des cas comme cela, pour les décrire. C'est intéressant si c'est vrai. Oui, tout à fait. Est-ce que, puisque vous avez démissionné de votre poste, est-ce que ce bureau que vous dirigez existe toujours? Since you resigned from the ministry, does your job still exist today? It does still exist,
but UFOs are now the most popular request to the ministry under our Freedom of Information Act, more popular than Iraq, Afghanistan, anything. Oui, le poste existe toujours et il faut dire qu'aujourd'hui, les ovnis sont le sujet de demande le plus populaire auprès du ministère, bien plus que l'Irak, l'Afghanistan, etc. So this is the problem, because my successors are spending all their time dealing with these requests from journalists and the public, and little, if any, time doing the research and investigation that I did when I was there. Et donc maintenant, le problème, c'est que mes successeurs passent beaucoup plus de temps à répondre aux demandes des journalistes et du public qu'à aller sur le terrain pour faire des enquêtes. Vous n'appartenez plus à ce service puisque vous avez démissionné. Quelles en sont les raisons? Vos hypothèses étaient trop audacieuses ou c'est des raisons purement personnelles? You don't belong any longer to this service and to the ministry. So did you resign because your hypotheses were too audacious for them, or is just for personal reason? I had served for 21 years in the Ministry of Defence, and I'd had a tremendously interesting time, but it was a long time, and I felt it was time to move on. J'ai servi dans le ministère de la Défense pendant 21 ans. J'y ai passé des moments extrêmement intéressants, mais c'est une longue période de temps et j'ai pensé qu'il fallait que je fasse autre chose. There were some media stories that I had resigned because I had disagreed with the government policy on this. It's not true. I have a number of outside business interests and I just wanted to spend more time on those. Certains récits sont parus dans les médias, selon lesquels j'avais donné ma démission parce que j'étais en désaccord avec la politique gouvernementale. En fait, j'ai un certain nombre d'intérêts professionnels hors de ces sujets, et j'ai pensé qu'il était temps que je m'intéresse à cela. Est-ce que c'est une réponse politique? Is it a political answer or a true answer? Ou une vraie réponse? C'est une vraie réponse. Totalement vraie. Est-ce que vous allez continuer malgré tout à vous intéresser à des cas d'apparition d'OVNI? Est-ce que vous allez continuer à étudier ce phénomène? Despite your resignation, will you pursue your interest about UFOs? Yes. Now, of course, I will not have access to the resources that I had at the Ministry of Defence to investigate, but I will continue to do what I can, and in particular to push for this subject to be taken seriously by the government, the military, the scientific community. Oui, même si je n'aurai plus maintenant accès à toutes les ressources que je pouvais avoir avant, je continue à m'intéresser au sujet et je ferai tout ce que je peux sur cela, et en particulier pour intéresser les scientifiques et le public, les sensibiliser à ce sujet. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à ce que la communauté scientifique ne prenne pas ce sujet comme étant un sujet léger? Do you think that you will succeed into having the scientific community interested into that topic without thinking that it's just a crackpot topic? I have already had some success with this in Britain. I have lectured on the subject at two big scientific events and indeed at the Science Museum in London. J'ai déjà eu un certain succès en la matière puisque j'ai donné 2 conférences devant des audiences scientifiques, et j'ai parlé aussi des ovnis au Science Museum à Londres. And there are a number of other initiatives that I am taking behind the scenes to slowly try to build some bridges and interest the scientific community in this phenomenon in a non-sensational way. Et il y a aussi un certain nombre d'initiatives que j'ai pris beaucoup plus discrètement
pour sensibiliser un certain nombre de gens, intéresser un certain nombre de gens. They should be interested. Someone could win the Nobel Prize here. Les gens devraient être intéressés parce que là, il y a de quoi gagner un prix Nobel. Merci pour votre patience et merci de nous avoir apporté comme ça cette connaissance et vous reviendrez sûrement peut-être en France faire d'autres conférences, j'imagine. Thank you very much, for your time and your answers, and maybe you will come back to France another time for another lecture. Merci beaucoup. J'espère que c'est ça. Merci. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Après cette interview en compagnie de Nick Pope, donc l'ancien responsable du bureau OVNI au sein du ministère de la Défense en Angleterre, j'ai le plaisir de recevoir, pour aller un peu plus loin dans ce dossier, le président du SSO. Le SSO, c'est une association, cela veut dire sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Jacques Scornaud. Jacques Scornaud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie dans les aventuriers de l'étrange. Vous avez assisté à la conférence qui a été donnée par Nick Pope, donc mardi dernier, Oui. À Paris. Avant d'en parler, j'aimerais que vous nous présentiez votre association, le SSO. Quels sont ses différents buts? Le SSO est né du constat que trop souvent, quand une personne qui s'était intéressée aux ovnis venait à décéder ou à cesser de s'intéresser à la question, ses archives étaient dispersées, voire même disparaissaient complètement et finissaient à la poubelle. Ouais. Alors nous avons donc réfléchi aux moyens d'éviter cette pénible situation et nous avons dans ce but fondé donc le SSO qui agit de la manière suivante. Donc nous passons des contrats avec les personnes qui détiennent les archives et entrent aux ovnis et phénomènes connexes. Par ce contrat, les gens s'engagent à céder à terme, au moment qui leur convient, en tout ou en partie, leurs archives au SSO, qui réalise alors un inventaire détaillé de ces archives, puis les dépose soit aux archives nationales à Paris, soit aux archives départementales, en s'efforçant de les déposer dans un département proche de celui où a travaillé l'ufologue en question, et ces archives sont alors mises à disposition de toute la population. N'importe quel citoyen peut aller les consulter. Oui. Vous faites ce travail de fourmi, parce que c'est un vrai travail de fourmi, mais indispensable évidemment. C'est ce qu'on appelle vraiment du travail de soutier, mais qui est indispensable. Depuis combien de temps? Le SSO a été fondé en 1990, donc ça fait maintenant 17 ans déjà qu'il existe, mais moi-même j'y suis entré plus tard. Et effectivement, c'est un travail qui, il faut bien le dire, est parfois assez ingrat, que d'inventorier coupure de presse après coupure de presse, rapport d'enquête après rapport d'enquête, courrier après courrier, mais ça offre tout de même de belles récompenses, parfois quand on tombe sur des courriers écrits par un ufologue bien connu et apportant des renseignements complémentaires sur de grands cas. Oui. Je suppose que les archives doivent être colossales. En 17 ans, vous devez avoir répertorié énormément de cas. Oui, bien sûr, mais disons qu'au début, il faut quand même reconnaître qu'au début, le démarrage du SSO a été assez lent, que c'est une initiative vraiment nouvelle, originale, qui, il faut bien le dire, suscitait une certaine méfiance au départ auprès de certains ufologues qui pensaient que peut-être le SSO voulait accaparer les archives pour les conserver lui-même, alors c'est tout à fait vérifiable, n'importe qui peut le faire, peut se rendre aux archives départementales nationales où les archives ont été déposées et constater qu'elles sont effectivement accessibles au grand public. Il fallait faire vos preuves au départ, évidemment. Oui, évidemment, mais nous avons quand même recueilli évidemment des archives assez importantes et je crois que à ce jour, les archives les plus importantes que nous ayons recueillies sont celles, il y a maintenant à peu près 1 an et demi, de ce qui a été l'un des principaux groupes ufologiques français, SOS OVNI, qui était animé par Perry Petrakis. Ce groupe donc a disparu. Nous avons réussi à sauver l'intégralité de ces archives, c'est-à-dire non seulement tous les rapports d'enquête, toutes les photos, etc., mais aussi tout ce qui est la vie d'un groupement de sa naissance à sa disparition, tous les documents administratifs internes qui nous donnent vraiment une idée sociologique, je dirais, de ce qu'a été la vie de l'un des plus importants groupements français.
Ouais. Mais dites-moi, lorsque l'on est comme vous archiviste, on est tenté évidemment de tout lire, mais le temps manque. Vous devez avoir une connaissance assez large du domaine, j'imagine. Oui, évidemment, on ne peut pas tout lire en détail, sinon nous passons toute notre vie à cela. C'est vrai. Disons que nous devons parcourir, quand même, ne fût-ce qu'assez rapidement, chaque document qu'on inventorie, pour pouvoir, dans l'inventaire daté que nous faisons, en donner une idée au public. Une idée de ce que contient un courrier, de ce que contient un article de presse, de ce que contient une enquête. Donc nous devons au moins la parcourir rapidement. Mais évidemment, parfois, on regrette bien sûr de ne pas avoir le temps d'étudier davantage. Mais nous sommes un groupe qui a choisi de faire de la sauvegarde d'archives, et l'étude approfondie de ces archives, ce sera pour d'autres personnes, on ne peut pas tout faire. Ouais. Mais dites-moi, parce que vous avez là dit, essayer de résumer en quelques mots une lettre, chaque document en quelque sorte. Oui, cette nomenclature, où est-elle disponible? Est-elle accessible à tout un chacun, uniquement à des chercheurs? Comment est-ce que ça se passe? Alors, tous les inventaires que nous réalisons sont publiés dans le bulletin du Sceau, donc il paraît une fois par an normalement, parfois tous les 2 ans, et ces bulletins donc peuvent être achetés par toute personne qui s'y intéresse. Ces inventaires sont également déposés donc dans les dépôts d'archives nationales et départementales où nos archives sont déposées. Nous espérons bien sûr pouvoir mettre un jour le plus proche possible tous ces inventaires détaillés sur Internet. Ce n'est pas encore fait, mais c'est un projet que nous espérons concrétiser bientôt. Oui. Et donc toute personne pourra les consulter, peut déjà s'il achète donc la version papier, et ensuite, quand il voit qu'un certain document l'intéresse, se rendre dans le dépôt d'archives où il se trouve pour le consulter. Donc, vous avez réussi à centraliser évidemment cette nomenclature qui, on l'espère bientôt, sera disponible sur Internet, ce qui demandera un travail colossal, mais en tout cas, on peut s'adresser à vous pour obtenir en tout cas ces nomenclatures. Oui, bien sûr, on peut s'adresser à nous pour commander nos bulletins et ça ne pose aucun problème. Ouais. Notre but est vraiment de rendre les archives philologiques accessibles au plus grand nombre. Est-ce que beaucoup de monde vous contacte justement pour avoir accès à telle ou telle archive? Est-ce que vous constatez un véritable intérêt des chercheurs, de particuliers pour ce domaine? Disons que jusqu'à présent, il faut bien avouer que les demandes de consultation ont encore été assez peu nombreuses parce que je crois que le Sceau souffre encore d'un certain déficit de notoriété. Ouais. Ce sera peut-être un peu mieux dès aujourd'hui grâce à vous. Écoutez, je vous le souhaite. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, et donc, si les gens, nous n'avons pour l'instant pas encore de site internet, nous avons quelques pages Sceau hébergées par des sites amis, mais disons, pour l'instant, le moyen le plus court de nous contacter, c'est ou bien de nous écrire, je vous donne donc l'adresse, Sceau Archive OVNI, parce que notre nom complet c'est Sceau Archive OVNI, boîte postale 19, oui. 91 801, Brunois, CEDEX. Donc je répète, Sceau Archive OVNI, boîte postale 19, 91 801, Brunois, CEDEX. Ou alors laisser un message sur notre messagerie électronique, sceauarchiveovni @yahoo.fr. Sceauarchiveovni, j'appelle SCEAU. Comme un sceau royal, oui, le sceau. ARCHIVOVNI. Le tout donc en un seul mot, sans point ni tiret. @yahoo.fr. Très bien. Et là, nous efforcerons de répondre dans les meilleurs délais aux demandes. Bien. De toute façon, on en parlera tout à l'heure avec Pierre Massias qui interviendra avant la fin de cette émission. On redonnera évidemment toutes ces références sur le site psilande.org, PSILAND, vous commencez à connaître ce site, psilande.org, vous retrouverez toutes les informations et vous pourrez réécouter cette émission des Aventuriers de l'étrange dès mardi puisqu'elle sera dans son intégralité sur ce site ainsi que toutes les émissions depuis la naissance des Aventuriers de l'étrange. Jacques Scourneau, on s'accorde une petite pause, on se retrouve dans quelques instants pour revenir avec vous sur la conférence de Nick Pop qui était donnée donc à Paris mardi dernier puisque vous y avez assisté et nous parlerons ensemble de son contenu. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Après l'interview de Nick Pope que vous avez écouté tout à l'heure, interview que j'ai réalisée lors de sa venue en France mardi dernier à Paris, cet ancien responsable du bureau OVNI au sein du ministère de la Défense d'Angleterre m'a donc accordé une interview d'1h15. Ensuite, il a donné sa conférence le soir à Paris, à la Défense. Et là, je suis en compagnie de Jacques Scornaud, président du SO Archives OVNI, une association, vous l'avez compris, qui travaille à la sauvegarde et à la conservation des études et archives ufologiques. Jacques Scornaud, vous avez assisté à cette conférence vous-même le soir, Oui. Qui a été d'ailleurs un record dans son genre, puisque Gérard Lebatte, qui est le président des repas ufologiques en France, m'a dit que c'était le plus important repas ufologique organisé en France, voire même en Europe, avec 250 convives. Pas moins, donc un record. Votre sentiment d'abord, de manière globale, générale, en ce qui concerne cette conférence? Mon impression globale est très bonne. Enfin, Nick Pope est incontestablement quelqu'un de sérieux, d'ouvert, de prudent aussi. C'est quelqu'un qui défend l'hypothèse, donc les ovnis sont d'origine extraterrestre, mais il le fait de façon très raisonnée, très mesurée. Mmh. Et revenons donc aux différents cas qu'il a proposés. Quels sont les cas durant cette conférence qui vous ont semblé les plus intéressants? Et il a bien sûr longuement évoqué le cas de Rendlesham Forest, que l'on a parfois amené le Roswell britannique, qui est un cas qui est survenu à la Noël 1980, à 2 nuits, non pas consécutives, mais 2 nuits à 1 jour d'intervalle, où on a vu donc de très près, des témoins militaires ont vu de très près un engin ressemblant au module lunaire qui s'est posé dans une clairière, donc tout près de 2 bases aériennes. On a constaté des dommages à végétation, des traces sur le sol. L'un des témoins aurait même touché l'OVNI. Donc c'est vraiment un cas très très complexe et très impressionnant. D'autres cas ont été cités par la suite par Nick Pope? Oui, il a cité d'autres cas, un cas notamment de Cat Cosford survenu en 1993 où on a vu un objet énorme, encore une fois, pendant un temps assez long, qui s'est promené au-dessus de 2 bases militaires et qui a lui aussi été observé par du personnel qualifié. Mmh. En ce qui concerne les cas d'observation, il a dit qu'il réservait à la conférence des révélations concernant un cas. Je suppose qu'il s'agit du cas de Rendlesham Forest. Oui, il y a des détails qui, à ma connaissance, n'avaient été jamais dit auparavant, notamment le fait donc que l'un des témoins aurait touché l'OVNI, qu'on a vu sur l'OVNI des sortes de hiéroglyphes. Donc il y a des détails qui ont été ajoutés et malheureusement il a bien dû préciser aussi que l'enquête qui a été faite sur ce cas n'avait pas été excellente, que c'est de base sur le territoire britannique mais qui était à l'époque utilisé par l'armée américaine et qui a eu, sans qu'il y ait semble-t-il de mauvaise volonté, mais qui a un certain manque de coordination entre l'enquête anglaise et l'enquête américaine, un manque de communication, et que malheureusement ce cas aurait pu être encore meilleur, plus convaincant si l'enquête avait été mieux faite. Dites-moi, Jacques Scornaud, il a donc dit que sur le cas de Rendlesham Forest en Angleterre, qui s'est déroulé, vous l'avez rappelé, en Noël 1980, des membres de l'US Air Force sont venus pour enquêter. Oui, effectivement, oui. Mais malheureusement, il y a des choses tout de même qui n'ont pas encore été révélées et on sentait bien la frustration de Nick Pope qu'il n'y a pas donc de meilleure communication entre les enquêteurs anglais et américains. Vous, en ce qui vous concerne, quelle est votre intime conviction? Là, je parle à l'homme qui a épluché des dizaines de kilos d'archives concernant l'ufologie. Votre conviction, quelle est-elle? Oui, là, il faut bien distinguer 2 choses. Je tiens d'abord à préciser que le SO lui-même, en tant qu'organisation, n'a évidemment aucune hypothèse référentielle. Oui. Le SO que les archives aussi bien de ce qu'on appelle les contactés, qui disent avoir rencontré des extraterrestres, que les archives de gens hypersceptiques
nous recueillons tout avec le même état d'âme, sans aucun préjugé. Bien sûr. Je dis moi-même, alors, je suis quelqu'un qui me suis toujours intéressé depuis l'adolescence, disons, aux problèmes de la vie extraterrestre, hein, et des visites que l'extraterrestre pourrait faire éventuellement sur Terre. Oui. Ce problème m'a toujours intéressé, il continue de m'intéresser. Simplement, je serais, dirais-je, plus prudent que je ne l'ai été autrefois. Disons que des choses qui me semblaient autrefois assurées me semblent à présent moins certaines, mais ça ne signifie évidemment pas que je rejette quoi que ce soit a priori, bien entendu. Il faut demeurer toujours ouvert, Oui. et l'hypothèse que les extraterrestres puissent venir nous visiter me paraît une hypothèse qui est toujours, disons, plausible, mais je n'affirmerai plus la même certitude qu'autrefois. Mhm. Mais vous penchez quand même pour l'hypothèse, comme l'on dit de manière très pudique, exotique. Mais je dirais que ce qu'on regroupe sous le nom de phénomène ovni peut et même probablement pour moi recouvre plusieurs phénomènes, qu'il y ait éventuellement donc des engins extraterrestres. Il peut aussi y avoir des phénomènes atmosphériques encore très mal connus. Bien sûr. Et aussi, bien sûr, ça tout le monde le reconnaît, et Nick Pope lui-même l'a reconnu au cours de sa conférence, il y a, disait-il, à peu près 80% de cas qui peuvent être identifiés de façon quasiment certaine, comme étant des confusions avec des phénomènes connus. Il y a aussi des cas où les renseignements sont insuffisants. Nick Pope parlait d'un résidu de 5% de cas réellement impressionnants. C'est un chiffre qui est souvent cité, mais même à l'intérieur de ces 5% de cas jusqu'à présent inexpliqués, il peut encore y avoir plusieurs phénomènes différents dans ces 5%, voyez-vous. Mhm. Alors, j'en profite justement, puisque vous venez de parler de citer les chiffres concernant différents cas d'observation, pour dire que si vous-même qui nous écoutez avez été témoin d'un phénomène tout à fait étrange qui s'est passé dans le ciel, si vous pensez que c'est un rapport avec l'OVNI, les OVNIs, eh bien vous pouvez nous appeler tout de suite au 0826 300 300. Bien entendu, votre témoignage sera très intéressant et enrichissant en tout cas. Nous l'écouterons attentivement avec mon invité Jacques Scornaud et nous vous donnerons un premier avis, évidemment avec toutes les réserves d'usage bien entendu, puisque ce ne sera qu'un témoignage, mais un témoignage qui peut être tout à fait intéressant. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler, Morad est au standard pour recevoir vos témoignages. Jacques Scornaud, parmi tous les cas que vous avez eu le loisir sur lesquels vous vous êtes penché, quel est peut-être les 2 ou 3 cas qui retiennent vraiment votre attention, dont vous pensez que ce sont des cas vraiment exceptionnels, pas forcément connus du reste? Il y a un cas français qui est assez connu et qui demeure l'un de ceux qui, disons, résiste le plus à une explication prosaïque. Oui. C'est le cas de Cussac, qui s'est produit en 1966-67. Excusez-moi, je n'ai pas la mémoire des dates. Oui. Vous pouvez nous le relater pour qu'on comprenne bien ce dont il s'agit? C'est un cas donc où les 2 témoins étaient des enfants, ce qui a priori évidemment peut paraître un petit peu négatif pour le cas, Oui. mais en l'occurrence, ces enfants, par la suite devenus adultes et réinterrogés des années après séparément et à l'improviste, sans qu'ils aient pu se concerter, ont ressorti leur histoire sans varier. Ce sont des personnes qui, ayant été revues, devenues adultes, apparaissent des gens tout à fait équilibrés, ce ne sont pas des plaisantins, ce ne sont pas des gens qui ont tendance manifestement à inventer des choses. Donc manifestement, ils ont vécu quelque chose qui les a marqués de toute façon. Je crois qu'il y a quelque chose qui est absolument certain, quelle que soit l'hypothèse que l'on avance, c'est que ces 2 personnes ont vécu sincèrement quelque chose qui n'ont pas pu s'expliquer. Oui. Ils étaient c'était un petit village du Massif central, Cussac, et donc ils étaient dans un pré, ils gardaient quelques bêtes de leur père, qui était agriculteur dans le village, et en même temps le maire du village. Oui. Et ils ont donc vu un engin circulaire, lumineux, qui s'est rapproché du sol, qui était un peu dissimulé à certains moments par un rideau d'arbres. C'était en plein jour, hein? En plein jour, absolument, en pleine journée. Donc, et puis, de cet engin sont sortis de petits êtres noirs, comme les ont décrit les témoins, qui ont semblé inspecter un peu le sol, et puis au bout de quelques instants, ils sont remontés dans l'engin,
d'une manière d'ailleurs extraordinaire, puisque l'un d'entre eux s'est élevé au-dessus du sol et est rentré dans l'engin par le sommet de l'engin, puis ensuite l'engin s'est éloigné à toute vitesse. Il y a certaines personnes dans le village ont entendu un sifflement à ce moment. Quelque temps après, d'autres personnes ont senti une odeur bizarre, comme une odeur de soufre à l'endroit où l'engin s'était posé. Puis il a plutôt flotté au-dessus du sol. Il n'y a pas de trace au sol. Il est resté en suspension très près du sol. Mais il y a surtout ce phénomène de plusieurs petits êtres noirs, comme disent des jeunes témoins. Et donc, on n'a jamais pu les prendre en défaut. Rien ne permet de penser qu'ils aient menti ou inventé consciemment quoi que ce soit. Donc voilà un cas qui demeure à ce jour, à ma connaissance. Il y a eu des tentatives d'explication, bien sûr. Certains sceptiques ont avancé l'hypothèse d'un hélicoptère. Franchement, ça me paraît un peu difficile de concevoir comment ces enfants, qui avaient déjà dû voir un hélicoptère, auraient pu transformer cela à un tel point. Je n'exclus pas, évidemment, il faut, comme je dis toujours, le scepticisme et la prudence doivent s'exprimer dans les deux sens. Oui, tout à fait. Il ne faut jamais rejeter a priori l'hypothèse que les extraterrestres nous visitent effectivement. Il ne faut pas rejeter l'hypothèse non plus, a priori, que ces phénomènes puissent s'expliquer finalement par des explications plus prosaïques. Ils avaient quel âge lors des faits? Je crois qu'ils avaient de l'ordre de 7 à 10 ans, si je me souviens bien. Et donc, après avoir vécu ça, ils ont été réinterrogés à nouveau à l'âge adulte? Oui, et à plusieurs reprises, parce que à l'époque, ce qui était donc le GEPAN, qui par suite est devenu le CEPRA, et qui maintenant est de nouveau le GIPAN, mais avec un I au milieu, le GEPAN les a interrogés, et puis, donc, des gens que je connais très bien, des amis à moi, donc, qui sont d'ailleurs membres du SO aussi maintenant, ou l'ont été, ont à l'époque donc été réinterrogés. Les deux témoins qui, à ce moment-là, évidemment, étaient adultes. L'un, lui, vivait à Clermont-Ferrand. Elle, sa petite sœur, vivait, c'était un frère et une sœur, donc la petite sœur vivait dans un village d'Auvergne, et ils sont allés les interroger, quasiment simultanément, sans que les deux témoins aient pu communiquer entre eux, et ils ont ressorti leur histoire. Et je me souviens encore de mon ami qui me disait le témoin, c'est une brave jeune femme, tout à fait équilibrée, vivant avec son mari. Oui, absolument pas mythomane. Voilà, ce sont des gens qui ont donné l'impression, effectivement, d'être vraiment monsieur et madame tout le monde. Des gens qui émanent une vie tout à fait normale en dehors de cela. Comme le disait il y a longtemps le célèbre ufologue français Aimé Michel, qui est maintenant décédé depuis quelques années, il disait une observation d'OVNI, ce sont des gens ordinaires qui vivent un événement extraordinaire. Ouais. C'est vraiment tout à fait ça. Et est-ce qu'il y a eu des traces laissées au sol, des éléments tangibles, hormis ces deux témoignages? Dans le cas de Cussac, non. Il y a eu d'autres cas qui ont été des traces et qui sont assez célèbres, mais paradoxalement, c'est peut-être pas les plus convaincants, du moins de mon point de vue. Parce que il y a le cas de Valençol, qui est un célèbre cas avec traces au sol. Il y a le cas de Trans en Provence aussi, qui en 1981, qui a été également très étudié. Mais le problème, c'est qu'il y a souvent des lacunes dans l'enquête, et pour des raisons parfaitement compréhensibles. Comme ces phénomènes ne sont pas reconnus officiellement, les enquêtes, souvent, ne sont pas faites avec tous les moyens qu'il aurait fallu. Oui. Jacques Scornaud, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. J'en profite pour vous faire un appel à témoins. Si vous pensez avoir été le témoin d'une observation d'OVNI, enfin d'un OVNI, appelez-nous au 0826 300 300. Morad est au standard pour recueillir vos témoignages, vos questions, vos réactions, vos commentaires également par SMS. Vous tapez Sud sur le portable et vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, Les Aventuriers de l'étrange.
Si vous avez été témoin d'une observation d'OVNI, notre standard vous est ouvert. Morad vous attend au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et vous rédigez votre texte, votre commentaire, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Je suis en compagnie du président de l'association Le Sceau Archive OVNI, Jacques Scornaud. Jacques Scornaud, un SMS vient d'être envoyé par un de nos auditeurs, William31, qui nous demande si les ovnis ne sont pas, si on ne peut pas trouver une explication concernant les ovnis à travers la physique quantique. Qu'en pensez-vous ? Personnellement, avec ce système d'univers parallèles, etc., vous voyez ? Oui, en fait, disons que l'univers parallèle nous amène quand même dans un domaine un peu différent de la physique quantique. Bien sûr, actuellement, des physiciens réfléchissent à des modèles d'univers avec dimensions supplémentaires par rapport aux 3 dimensions spatiales et à la dimension temporelle que nous connaissons. Donc, évidemment, pour l'instant, ce sont des modèles encore très théoriques, mais effectivement, on ne peut pas exclure a priori qu'à l'avenir, on puisse avoir des confirmations expérimentales qu'il existe des univers à nombre de dimensions différents et qu'il puisse y avoir des interactions entre ces univers et le nôtre et qu'éventuellement ces univers puissent offrir un moyen de voyager à travers l'univers de façon plus pratique qu'en respectant la limitation de vitesse de la lumière auquel nous sommes soumis dans l'univers ordinaire. Mais ce sont pour l'instant que des hypothèses. On ne peut vraiment, franchement, pas affirmer pour l'instant si c'est vrai ou faux. Espérons que l'avenir de la recherche nous le dira. Oui. Et en ce qui concerne l'autre hypothèse qui consiste à dire de manière beaucoup plus pragmatique et plus terre à terre, si je puis me permettre, que ce sont les 3 quarts du temps des aéronefs expérimentaux ultra secrets. C'est-à-dire que l'hypothèse qui effectivement a été envisagée pour certains cas comme ceux de la vague belge de 89-91 notamment, mais disons que dans bien des cas, il y a confusion avec des engins bien plus prosaïques que cela. Je pense qu'il y a une tendance naturelle chez les gens à sous-estimer les capacités que peuvent avoir même des gens parfaitement équilibrés, intelligents et tout, de faire des confusions assez graves dans des circonstances où les conditions d'observation ne sont pas idéales, que ce soit la nuit, par temps de brume, ou aussi pour des raisons de fatigue, par exemple, de la personne qui observe. Il y a des cas où on a pu prouver de manière certaine que des objets qui avaient paru fantastiques à première vue étaient en fait des objets tout à fait prosaïques, mais vus dans des circonstances exceptionnelles. Et donc, il faut pas oublier non plus que même si des millions de personnes ont vu des ovnis dans le monde, il y a chaque jour, même en ne tenant pas compte des pays du tiers-monde dont les observations nous parviennent plus difficilement, mais même en tenant compte que des pays occidentaux, il y a tout de même un bon milliard de personnes qui chaque jour regardent le ciel et peuvent voir dans des circonstances exceptionnelles soit la lune, des étoiles, des avions, des hélicoptères ou d'autres phénomènes encore naturels ou artificiels, et que même si, je cite le chiffre très très approximatif bien sûr, d'1 milliard de gens d'un pays occidentaux qui chaque jour ont l'occasion de regarder plus ou moins le ciel, à supposer qu'il y ait même 1 million d'observations d'OVNI par jour, chiffre impossible à estimer bien sûr, parce qu'on sait toujours bien que beaucoup de gens ne dévoilent pas leur témoignage par peur du ridicule notamment, mais même si on avait 1 million par jour, ce qui est quand même beaucoup, ça ne ferait jamais qu'une personne sur 1000 qui en verrait, et une personne sur 1000 qui ferait donc une confusion grave, une erreur grave de perception, ça ne serait quand même qu'une proportion extrêmement faible de la population, voyez-vous. Donc disons que rien sur le plan statistique ne s'oppose à ce que tous les cas, même ceux qui nous paraissent plus ou moins fantastiques, puissent s'expliquer par des phénomènes connus qui ont été mal interprétés. Donc je pense qu'il n'est peut-être même pas nécessaire de faire appel à des engins militaires secrets. Ce qui n'exclut bien sûr pas qu'il puisse y en avoir dans certains cas. Bien entendu. Il ne faut pas exclure, comme je disais tout à l'heure, qu'il y ait de réels engins extraterrestres dans certains cas aussi. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que cette explication n'est pas, je dirais, nécessaire. Elle est plausible,
mais pour l'instant, toujours aucune preuve. Et en ce qui concerne les engins militaires secrets, par définition, puisque c'est secret, on ne le saura pas. Ou alors on le saura dans quelques dizaines d'années, quand les documents actuellement secrets auront été déclassifiés. Oui. Nous avons un autre SMS de Jean-Paul Dugard qui demande si vous avez des archives concernant les crop circles. Vous savez, j'explique très rapidement la définition d'un crop circle. Ce sont ces dessins géométriques qui apparaissent dans des champs, souvent des dessins géométriques que l'on peut voir du ciel et qui sont très très beaux d'ailleurs, pour certains d'entre eux. Oui, et là je peux répondre avec un oui franc et massif. Le Sceau a déposé en archives, donc essentiellement aux archives départementales de la Moselle à Mézières-les-Messes, de nombreuses archives traitant des crop circles, parce qu'au début des années 90, il y a un groupe de chercheurs français qui s'est rendu en Angleterre pour étudier sur place le phénomène des crop circles. C'était un groupe donc, qui s'était formé à cette occasion qui s'était appelé VK, Voyage d'études des cercles anglais. Oui. Là, au risque et même à la certitude, dirais-je, qu'il veuille bien m'en excuser, de décevoir certains de vos auditeurs, je dois bien dire que les conclusions de ce groupe ont été formelles et d'ailleurs Nick Pope les rejoignait dans sa conférence à Paris le mardi dernier. Même les crop circles les plus fantastiques sont explicables de façon humaine. Ce sont des artistes conceptuels qui pratiquent le land art, comme on dit en franglais, qui font d'ailleurs des sortes de compétitions entre eux et qui fera le plus beau cercle. Et l'expérience a été faite que dans un temps raisonnable, avec un nombre de personnes raisonnables et avec des outils finalement extrêmement simples, tels que de simples bâtons, des cordes et des râteaux, eh bien, il est tout à fait possible de réaliser de très belles figures sans faire appel à des champs électromagnétiques ou à un faisceau projeté vers le sol par un ovni. On peut dire donc de manière quasi certaine que les crop circles, en fait, c'est un sport anglais. C'est un sport qui a été pendant longtemps essentiellement britannique. Effectivement, les Britanniques ont inventé beaucoup de sports, comme chacun sait. Oui, le foot, le rugby. Des crop circles, on a vu par la suite dans de nombreux pays du monde, en Amérique du Nord, il y en a eu en France et en Belgique aussi, en Australie également. Donc c'est un sport qui, comme d'autres sports, se sont rapidement répandus. Oui, tout à fait. Dites-moi, Jacques Scorno, est-ce que votre association, le Sceau Archives OVNI, publie des cas, publie des documents concernant des cas, des études de cas? Pas dans ses bulletins, mais le Sceau a eu jusqu'à présent une occasion, et en aura, j'espère, d'autres à l'avenir, de publier dans un fascicule distinct de ses bulletins, une longue enquête qui a été faite sur un cas qui a été assez peu connu mais très intéressant lui aussi, un cas qui s'est passé à Assas, donc dans l'Hérault, où un témoin a observé, c'était il y a très longtemps, dans les années 50, mais l'affaire n'a jamais été publiée en détail, et donc le témoin a été longuement interrogé par un enquêteur qui l'a suivi pendant des années. C'était un cas donc de quasi-atterrissage d'OVNI avec effet physique sur le témoin, avec effet sur le chien qui accompagnait le témoin. Le pauvre chien d'ailleurs en est mort. Ce cas donc est assez peu connu, et l'enquêteur qui est M. Bruno Bousquet, donc qui a fait cette enquête et maintenant encore suit toujours le témoin. Cette longue enquête a été donc publiée par le Sceau. Vous pouvez nous la relater en quelques mots, nous dire ce dont il s'agit un peu plus dans le détail? Je ne pourrais pas. Enfin, je vous dis donc l'essentiel. Donc cette personne un soir donc dans le village d'Assas a vu donc toute une escadrille vraiment d'engins. Une escadrille qui s'est approchée donc assez près du sol sans que ce soit un atterrissage complet. Comme il s'approchait assez près, donc il aurait entendu une voix donc lui conseillant de ne pas trop approcher. Alors, on peut penser que le chien qui s'est peut-être approché plus près encore que son maître de ses engins, le chien, dans les heures qui viennent,
D'abord, le chien est devenu bleu. Ah Et bon? oui, il a pris une coloration bleue, et puis le chien, en quelques heures, s'est littéralement décomposé. Ah bon? Oui, et oui, le chien, littéralement, il a commencé à perdre ses poils, à perdre sa peau. Enfin, c'est vraiment, on pourrait presque dire que le chien est tombé en pièces, quoi. Et malheureusement, évidemment, il n'y a pas eu d'enquête immédiate à l'époque. Donc, ne serait-ce qu'une autopsie de l'animal, parce que oui, là, il y a maintenant tant d'années que ce cas s'est produit, il faudrait retrouver l'endroit où le chien a été enterré, et puis quand resterait-il aujourd'hui pour faire une autopsie? Bien sûr, non, évidemment, il aurait fallu qu'une autopsie soit faite immédiatement, et ce cas rappelle beaucoup un cas qui s'était produit au Brésil, mais vraiment, avant même que les ovnis soient connus sous le nom de scoop volant, puis c'était au Brésil en 1946, où une personne, donc dans l'arrière-pays brésilien, avait observé pas grand-chose au fond, un flash de lumière, une énorme lumière, était ébloui par une énorme lumière, et à la suite de ça, en quelques heures, ce pauvre homme, nous dit le récit du cas, il date du Brésil en 1946, évidemment, il n'y a pas eu, évidemment, il n'y a forcément pas eu d'enquête approfondie à l'époque, donc on a un récit qui nous dit que le témoin, en quelques heures, justement, s'est littéralement décomposé, son corps est tombé en morceaux. Et ce qui est intéressant, ce cas, évidemment, c'est comme douteux, il vient du Brésil en 1946, on n'a pas d'enquête détaillée sur place à l'époque, mais ce qui est intéressant, c'est cette comparaison avec le cas de ce chien qui lui aussi est tombé en morceaux, donc à Assas dans l'Hérault. Le parallèle est étonnant, en tout cas. Il y a un parallèle étonnant, effectivement, qui est d'ailleurs fait dans le document que le SO a publié avec ce cas du Brésilien qui est tombé en... Mais ce sont des cas extrêmement rares. Et, bon, voilà deux cas qui semblent avoir une analogie, mais moi, qu'est-ce que je dis en tant que scientifique de formation, c'est que malheureusement, que ça plaise ou non, un scientifique ne bâtit pas une théorie valide en ayant seulement deux cas à sa disposition, évidemment. Il faudrait avoir un nombre plus grand de cas et étudier chacun avec tous les moyens qu'il faut pour qu'on puisse tirer une conclusion. Mais enfin, il y a quand même là quelque chose qui fait songer. N'y a-t-il pas là un phénomène analogue qui agit? Jacques Scornaud, parmi les archives que vous avez consultées et répertoriées, est-ce que vous avez eu beaucoup de cas de rencontres du troisième type, c'est-à-dire là une rencontre avec une entité extraterrestre, une entité du moins? Je n'ai pas évidemment fait personnellement tout l'archivage des documents du SO. Parmi les documents que j'ai moi-même inventoriés, non, je n'ai pas. Je connais des cas de ce genre, bien sûr. Et j'ai même rencontré des gens qui disent avoir vu un extraterrestre. Ah bon? Oui. Oui, bien sûr. Et là, encore une fois, il faut bien se dire que, comme je rappelais tout à l'heure la parole d'Aimé Michel, il est évidemment tout à fait excessif, comme le font certains archisceptiques, de dire que ces gens-là sont sûrement dérangés du ciboulot. Non, évidemment, je peux dire qu'il y a des gens qui disent avoir vu un extraterrestre et qui sont des gens qui, en dehors de cela, mènent une vie normale, ont une vie de famille, ont un métier, des enfants, etc. Donc, si dérangement mental il y a, ce serait quand même un dérangement mental d'un type très particulier qui n'empêche pas les gens de mener une vie normale. Et ceci dit, c'est une hypothèse aussi qu'on peut envisager, qu'il y ait certains phénomènes de troubles psychologiques très momentanés, ne laissant pas de séquelles dans la vie intérieure des gens, et qui expliquerait qu'ils aient pensé en toute sincérité avoir vu cela. Je pense que le problème des ovnis doit être abordé de diverses manières à la fois. Il faut évidemment que les gens des sciences physiques s'y intéressent, que les gens des sciences humaines s'y intéressent aussi, et plus difficile peut-être que les deux acceptent de collaborer. Parce qu'on parle beaucoup de nos jours de pluridisciplinarité. C'est un mot très à la mode, il faut que la science soit pluridisciplinaire, que différentes sciences collaborent entre elles. C'est un beau discours, malheureusement, c'est très peu souvent le cas en pratique. C'est vrai. Et peut-être que si c'était plus souvent le cas en pratique,
l'étude des ovnis progresserait davantage. Je vous demanderai une réponse en 1 minute ou 2 parce que là malheureusement notre temps imparti arrive à sa fin. Un SMS vient d'arriver de David du Lot-et-Garonne qui demande est-ce qu'il y a eu des écrits concernant des observations d'ovnis dans le Moyen-Âge. Donc évidemment, il ne connaissait pas le mot ovni, encore moins les objets volants, mais des récits qui pourraient faire penser que là, il s'agit d'une observation d'ovni. Oui, il y a même, depuis l'Antiquité, dirais-je, de nombreux récits d'observation de phénomènes qui, d'après leur comportement, leur forme, peuvent être comparés à ce qu'on appelle aujourd'hui des ovnis, oui. Oui. Merci en tout cas Jacques Scornaud de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Je pense que si vous le permettez, on aura le plaisir de vous rappeler pour participer à une nouvelle émission concernant ce dossier OVNI qui est passionnant, je l'avoue. Et si vous êtes d'accord, j'aurai le plaisir de vous réinviter. Bien volontiers. Merci beaucoup Jacques Scornaud. Je rappelle qu'on retrouvera évidemment toutes les références pour aller sur le site internet du SO Archive OVNI ou encore pouvoir les contacter en passant par le biais du site psiland.org. Puisqu'on en parle, psiland.org, Pierre Massias me rejoint. Bonsoir Pierre. Bonsoir Louis. Rapidement, quelques informations tout à fait importantes. Bon, d'abord, toutes les références concernant l'association Le Sceau Archive OVNI seront sur le site dont tu t'occupes, évidemment. Oui, bien sûr. Dans la description de l'émission, on aura des liens sur des pages qui racontent, qui disent comment fonctionne le Sceau. On trouvera aussi sur Psyland une liste de mémoires universitaires relatives à des travaux universitaires relatifs à l'ufologie. Des thèses, des choses comme ça, oui. J'ai essayé de répertorier aussi bien des travaux autour de la parapsychologie et l'occasion m'a été donnée de le faire pour l'ufologie. J'en ai profité avec la grande aide de Jacques. Ouais. Alors, voilà toutes ces références sur le psiland.org, sur la page historique. Alors, autre chose, avant que l'on ne se quitte, en ce qui concerne les repas ufologiques, j'ai interviewé donc Gérard Lebat, mais là c'est les repas ufologiques à Paris, évidemment. On n'a pas tous l'occasion de monter à Paris à chaque fois qu'il y a un repas ufologique. Il en existe dans notre grand sud, c'est à Toulouse. Tout à fait, les repas ufologiques à la suite des repas ufologiques parisiens qui ont essaimé, je dirais, à travers la France. Il y en a beaucoup dans beaucoup de villes en France. On a nos repas ufologiques à Toulouse qui sont organisés par ISOR. Dans le prochain, qui sont organisés tous les deuxièmes mercredis du mois. Donc c'est au restaurant Flanch à Jean Jaurès à Toulouse. Ça commence à 19h, on monte au premier étage, on demande Isor et puis voilà, on se retrouve dans cette discussion qui est ouverte à tous. Bien sûr. Et on a une particularité d'ailleurs à Toulouse, c'est d'avoir 2 repas ufologiques. Il y a ceux qui sont organisés par Isor et des repas ufologiques qui sont sur une autre périodicité, sur une autre date, avec la même périodicité, qui sont plus orientés vers un contact scientifique. Là, bien sûr, ils sont ouverts à tous, mais il est dit dès le départ qu'ils sont réservés à des scientifiques qui veulent investiguer, mieux connaître ce phénomène OVNI. Donc là, peut-être un discours plus pointu, avec beaucoup plus de références. Très exactement ça. Là, disons que quelqu'un qui n'a pas une base scientifique risque d'être un petit peu débordé par le langage qui sera tenu et qui est le langage normal de ces repas. Une précision peut-être à donner, à préciser pour que tout le monde soit au courant vraiment, c'est les prochains repas ufologiques ont lieu le mercredi 14. Il était prévu d'avoir Jacques Patenay à ces repas, mais pour des raisons professionnelles, la venue de Jacques Patenay a été reportée à une date ultérieure. Probablement le mois prochain, mais enfin je laisserai Isor préciser tout ça sur le site des repas ufologiques. Jacques Patenay qui est le directeur du GIPAN, tout à fait, au sein du le groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux.
qui dépend du CNES. Évidemment. Merci beaucoup Pierre Massias. Avec plaisir. Pour toutes ces précisions. On te retrouvera bien entendu la semaine prochaine et dans d'autres émissions des Aventuriers de l'étrange. Il est l'heure de se quitter. Si vous avez donc été témoin d'une observation d'OVNI, si vous avez observé quelque chose qui ressemble à votre avis à un OVNI, vous pouvez nous appeler et nous laisser vos coordonnées au 0826 300 300 sur la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange. Vous pouvez également nous contacter par mail étrange@sudradio.fr, étrange au singulier @sudradio.fr. Enfin, le programme de demain, puisqu'on aura le plaisir de se retrouver demain avec Pierre Massias, notamment pour analyser des témoignages à partir de 23h de ceux et celles qui ont vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, Pierre, n'est-ce pas? Oui, je serai là avec plaisir. Voilà, bien intérêt, j'espère bien, je compte sur toi. Et puis nous parlerons d'alchimie orientale, d'alchimie arabo-persane, avec Claire Kapler, qui est chercheur au CNRS, et nous parlerons également d'expériences de mort imminente. Un dernier SMS qui dit, c'est Rascal qui nous l'envoie, qui est un auditeur fidèle: bonsoir, l'étonnant et surtout le non-examen des dépouilles. Il parle du cas évidemment d'observation d'OVNI qu'a rapporté Jacques Scornaud. Je suis tout à fait d'accord avec lui et c'est vraiment fort dommage. Je vous souhaite une bonne nuit à l'écoute des programmes, des rediffusions de Sud Radio, et puis rendez-vous bien entendu demain 22h minuit.